The phone, you're moving on. I want better. Serge Federbusch, bonjour. Vous êtes magistrat, conseiller de Paris élu du 10e arrondissement, président du Parti des Libertés et surtout animateur du site Delanopolis, qui est en fait un site assez virulent, assez critique contre Bertrand Delanoë. Première question, je vais vous demander, c'est qu'est-ce qui se passe avec Bertrand Delanoë? Parce qu'on a un peu l'impression que vous tirez dessus et à boulet rouge. C'est un jeu de massacre quand on va sur votre site. Rien ne vous plaît dans ce que fait Bertrand Delanoë. Alors vous n'êtes pas le premier à me poser la question, évidemment, c'est le premier reproche qu'on fait, mais ça ne peut pas être tout noir, il y a forcément des choses positives. Mais il faut comprendre que c'est quand même une méthode de gouvernement, l'hôtel de ville aujourd'hui. J'appelle ça la voix de son maire, c'est-à-dire que c'est une méthode où la communication prime sur tout. Et donc on est dans quelque chose de logique qui va teinter et orienter toutes les politiques. Ça, est-ce que c'est pas un peu partout dans la politique? C'est-à-dire que finalement, c'est peut-être le fait de la mairie de Paris également, mais toute la politique est un peu grignotée aujourd'hui par la com, non? Non, d'abord, il y a une formation et un tropisme personnel de Delanoë qui travaillait dans la com lui-même, qui avait une boîte de com, et ça, c'est quand même un cas assez unique en France. Vous avez très peu d'élus de haut niveau qui sont des gens qui sont des professionnels de la com à l'origine. Bon, ça, c'est le premier point. Deuxièmement, Paris, c'est un peu une vitrine, c'est un cas particulier, il y a beaucoup d'argent, et puis c'est très orienté justement sur les médias, et donc voilà. Et puis troisièmement, il avait des ambitions nationales, il s'est servi de cet arsenal de communication pour essayer rapidement de gravir les échelons de la notoriété dans un objectif initialement de prise du pouvoir au niveau national. Ça a commencé par les Jeux Olympiques, la candidature aux Jeux Olympiques qui était destinée à ça, et puis ensuite il a montré clairement ses cartes, a battu clairement ses cartes quand il a voulu être candidat pour le poste de premier secrétaire du Parti Socialiste. Donc tout ça peut expliquer pourquoi il y a véritablement une emphase particulière dans la communication à Paris, et ça va aboutir à gangréner un peu toutes les politiques les unes après les autres. Donc ce n'est pas complètement absurde. Quand on va sur votre site, c'est effectivement sous-titré « Jeu de massacre », c'est un jeu de massacre, tout y passe, que ce soit la voirie, les comptes de la municipalité, la place de la République, le projet idéal, et que sais-je, rien ne trouve faveur à vos yeux. Si on peut parler par exemple de la canopée de Paris, vous dites sur votre site, tout le monde sait qu'il s'agira d'un énorme bunker, mi-aérogare, mi-bocal géant. Comment vous pouvez savoir ça avant même que ce soit construit? D'une manière très simple, vous allez sur le site paris.fr et puis vous regardez les images qui ont été communiquées par Berger Anziotti, donc le cabinet d'architectes qui donc est en charge de la construction de la canopée. Alors la canopée, c'est un bon exemple. Au départ, ça a commencé par un projet qui était retenu soi-disant parce qu'il coûtait moins cher, le Mangin avec un toit tout plat, voilà. Ensuite, comme il fallait faire un peu de tralala, ils ont fait un grand concours, soi-disant un grand concours international avec un projet complètement mensonger. C'était une espèce de feuille en lévitation qu'on voit encore sur certaines images. Et puis progressivement, ça se transforme, ça prend de la hauteur, ça prend de l'opacité, ça se transforme en un truc gigantesque. Il y a eu une intervention d'associations de riverains, beaucoup. Les Parisiens s'en sont quand même mêlés. Oui, c'est une affaire que j'ai connue d'assez près puisque j'étais directeur général de la société d'économie mixte qui a mis ça au point au départ. Donc, c'est un sujet que je connais très bien. Et évidemment, il y a eu une forme de manipulation qui a été faite, c'est-à-dire qu'on a fait avaler à certaines associations de riverains que, justement, ils auraient affaire à une sorte de projet en lévitation, un projet très aérien et très léger. Bon, si vous voyez les images de la chose aujourd'hui, c'est quand même un bâtiment de 15 mètres de haut minimum qui sera grand comme la place des Vosges. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore toucher à quelque chose dans Paris? On a l'impression que dès qu'une équipe en place, qu'elle soit de droite ou de gauche, touche à quelque chose, on déclenche des réactions immédiates, des controverses et qu'on ne peut plus rien faire. Alors, c'est la dernière astuce à la mode, je dirais, de faire passer les gens qui essaient de critiquer rationnellement des projets pour des conservateurs, des réacs ou tout ce que vous voulez. Place de la République, le projet de la place de la République, vous vous insurgez contre ce projet également, projet qui veut finalement redonner la place aux flâneurs et faire juste une voie qui ne soit plus circulaire. C'est un projet auquel vous vous opposez également, pourquoi ?
Mais justement, parce que en fait, derrière cette apparence de bons sentiments, etc., ça oublie que Paris, c'est une ville, c'est le cœur d'une métropole, c'est une métropole radioconcentrique, et le centre de Paris, ça distribue, et la place de la République en particulier, ça distribue la vie et l'activité économique et le mouvement dans toute la ville et de proche en proche, dans toute la région. Et quand vous privilégiez, pour des raisons de communication ou de strict électoralisme pour les quartiers riverains, quelque chose qui enferme ça... C'est pas uniquement de la communication, d'après ce que dit la ville de Paris, c'est aussi faire en sorte qu'à Paris, il y ait moins de voitures mais ils n'y arrivent pas du tout. Ils savent très bien, le résultat n'est pas là. Vous vous êtes insurgé récemment contre la fête de rupture du jeune qui a été organisée à l'hôtel de ville. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Insurgé, c'est un bien grand mot. Disons qu'il y a eu une espèce d'hypocrisie. Vous avez quand même réagi avec une certaine virulence. Non, j'ai simplement dit qu'il était hypocrite de prétendre que c'était un phénomène purement festif. Le problème, c'est que Paris, comme la République française, normalement est une ville laïque, d'accord? Bon, il y a des concessions qui sont faites de plus en plus pour des raisons de clientélisme d'ailleurs, parce que c'est une clientèle électorale. Hein. Les musulmans, c'est un peu comme les juifs ou un certain nombre ou les Chinois. D'ailleurs, il y a une pratique clientéliste assez forte vis-à-vis de la communauté chinoise à Paris depuis quelques années. Bon, donc, ils ont en fait d'abord mis plus de 20 millions d'euros pour un institut des cultures de l'islam qui est en fait une mosquée déguisée. Ça, il ne faut pas le faire, il ne fallait pas le faire. Moi, je pense que non. Je pense qu'il faut s'en tenir à la loi de 1905. La loi de 1905 a posé des principes laïques assez stricts. Il faut voir que les gens se sont battus à l'époque pour que ce soit le cas. Il y a eu des compromis qui ont été faits à l'époque parce qu'il y avait des gens, surtout à gauche, qui étaient beaucoup plus virulents, hein, qui voulaient interdire par exemple le port de la soutane dans les rues ou des choses comme ça. Bon, moi, je ne suis pas pour qu'on interdise le voile dans les rues, bien évidemment, ni la manifestation d'une foi ou d'une croyance religieuse. En revanche... L'exercice du culte musulman, notamment à Paris, est quand même problématique. On a parlé des prières de rue. Est-ce que la mise à disposition, par exemple, de la caserne, je crois que c'est boulevard Fédère, c'est ça, ou quelque chose comme ça, est une bonne chose? Moi, je pense qu'effectivement, si on peut trouver des endroits où ça n'empiète pas sur la voie publique, parce que le problème, je ne sais pas si vous êtes allé le vendredi soir du côté de la Goutte d'Or, la rue Polonceau, etc., c'est un vrai problème. Bon, donc si ça n'empiète pas sur la voie publique, si ça reste dans une sphère relativement privée, moi je n'ai rien contre l'exercice du culte musulman, qui au demeurant d'ailleurs peut se faire à domicile. Hein. La réunion en prière n'est pas une nécessité absolue. Il y a des gens, bon, vous allez dans le désert du Sahara, ça, vous voyez... On pourrait dire la même chose de tous les cultes. À ce moment, on peut dire aux catholiques, restez chez vous et priez chez vous. Non, parce qu'il y a une pratique un peu différente dans l'islam. On ne va pas entrer dans des cours savants de théologie. Il y a une pratique un peu différente qui est beaucoup plus stricte en matière, bon, il y a 5 prières par jour, etc. Et il est clairement dit que, bon, les musulmans, si vous allez dans un pays arabe, ça a dû vous arriver, vous les voyez prier par exemple sur leur bateau quand ils sont pêcheurs, pour certains, ou quand ils sont donc sur des bateaux de tourisme même, ou dans le désert, ou dans différents endroits. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus, c'est un rapport vraiment beaucoup plus direct entre Dieu et le croyant. Bon. Donc la réunion pour prier collectivement, ça n'est évidemment pas du tout à proscrire, mais quand ça pose un problème pour la circulation, pour l'ordre public, et que c'est de manière récurrente et depuis des années un empiètement quand même massif sur la voie publique, ça pose un problème. Alors ensuite, aller subventionner des lieux de culte, moi je suis désolé, il y a quand même une loi qui a été votée de haute lutte pour justement brider et border en fait la collusion entre le religieux et le politique. C'est une loi fondamentale pour la laïcité et là elle est quand même détournée. N'est pas d'être un lieu de culte initialement. Attendez, bon, j'ai débattu avec M. Sylvain Garel, qui est conseiller de Paris Vert, qui a avoué sur un site internet qui s'appelle Enquête et Débat, qui a avoué publiquement que, évidemment, c'est un secret de polichinelle, c'est une mosquée. Donc s'il l'avoue eux-mêmes, il est élu vert du 18e arrondissement de l'endroit. Tout le monde le sait, il y a un endroit qui sera c'est dit cultuel, en fait c'est cultuel. Bon, ça va servir essentiellement de mosquée, même si à côté on fait un peu d'animation. Bon. Donc tout ça, c'est une vaste hypocrisie. À côté de ça, la rupture du jeûne, vous avez toujours dans le même domaine de l'hypocrisie, le maire de Paris qui explique, ou la mairie qui explique que ça n'est pas du tout religieux, la rupture du ramadan, c'est purement et simplement festif et culturellement. Enfin, il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Comment préparez-vous 2014 ? Est-ce que vous avez déjà un champion pour les prochaines municipales ? Alors la droite est évidemment mal en point à Paris, hein, c'est pas, bon, si je le niais, ça serait grotesque. Elle n'a jamais réussi à se remettre en fait, du départ de Chirac, qui était une espèce de chef qui décidait de tout, et donc maintenant bon, elle est complètement fractionnée
en clans et en factions rivales. Elle a un gros problème, c'est que elle est organisée sur des arrondissements comme le 15e en particulier, le 16e ou le 17e, où il y a des gens qui survivent sur un précaré mais qui s'étiolent, vous voyez, qui se rétrécit de plus en plus. Donc elle va extrêmement mal et donc elle n'a pas de vision d'avenir pour Paris. Il faut lui en substituer, enfin lui en fournir une, le cas échéant, si elle veut devenir une vraie force d'opposition. J'ajouterais qu'elle a un dernier problème, c'est qu'il y a une collusion entre Sarkozy et Delanoë aujourd'hui qui fait que, bon, dans un vaste échange, en gros, tu m'enquiquines pas sur le Grand Paris et sur différents dossiers comme le Pentagone, vous voyez, à Ballard, etc. Et moi, je t'enquiquine pas sur les Halles, sur le tramway, de choses comme ça, ou sur Jean Bouin. Bon, il y a eu une espèce de partage du territoire qui a fait que la droite s'est trouvée en quelque sorte Delanoë ne se poignardée dans le représentera dos. pas. Donc Delanoë, On verra bien en 2014. Hein. Pour l'instant, il dit qu'il ne se représentera pas. Maintenant, s'il vous a pensez rien. qu'il est savez, possible entre ça qu'il court et- un troisième mandat? Entre ça et Glandouillet à Bizerte, peut-être qu'il vaudra mieux pour lui s'il pense pouvoir être réélu, et surtout si c'est la cacophonie à gauche en 2014, parce que ça peut être le cas. Rien n'est à exclure. Je pense qu'il va essayer de partir comme ministre, parce qu'il sent bien que progressivement, il va être rattrapé par le réel à Paris. Quand ça va être le bordel total à Place de la République et ailleurs, vous voyez, quand il va falloir à nouveau augmenter les impôts et quand les gens vont finir par faire le bilan de ce qui s'est passé précédemment, là, on va lui présenter l'addition. Donc il va essayer de partir avant que l'addition n'arrive et qu'on présente l'addition à Hidalgo ou à quelqu'un d'autre. Quelle est l'alternative pour vous alors? À mon avis, il faut que l'opposition se regroupe, elle reste à inventer. Et se regroupe derrière qui? Derrière qui, on verra bien. Moi, vous savez, je ne suis Rachida pas Dati, l'UMP. François Fillon. Il y a des gens qui peuvent... Bon, Oui, mais le Parti des Libertés, par exemple, va courir pour l'UMP? le Parti des Libertés, c'est un parti indépendant qui va avoir un projet pour 2014 au moment des municipales. Pour Paris. Et pour Paris. Et on verra bien qui en aura sans doute pour les législatives dès 2012 à Paris. On verra bien qui est proche de ce projet ou pas. Nous, on va proposer des choses innovantes pour Paris, véritablement innovantes et courageuses, pour faire qu'on sorte justement du règne de la com et qu'on redonne un vrai dynamisme, un dynamisme sain à Paris. Et si l'équipe de gauche vous dit, Serge Federbusch, ok, bingo, votre projet, on le prend, on est d'accord avec vos propositions, vous faites quoi? Écoutez, le Messie peut apparaître sur un grand cheval blanc au-dessus de la Seine, et puis voilà. Évidemment, dans ces cas, je dirais, très bien, moi, c'est le projet qui compte, mais je pense que les chances sont d'à peu près 1 sur 10 milliards. Vous voyez, ils vont être au contraire de plus en plus s'enfermer dans le mensonge et dans le déni du réel. Donc, je pense que cette hypothèse est pour le moins farfelue, si je puis me permettre. Serge Federbusch, merci. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Le Bœuf par les cornes.